Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale ressources naturelles, le dossier du jour sera consacré justement aux conflits liés à ces richesses sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, premier congrès extraordinaire de l'Union pour le progrès et le changement au Burkina Faso. Retour sur l'attentat à Sousse en Tunisie, un drame qui contraint les autorités tunisiennes à repenser leur stratégie en matière de lutte contre le terrorisme. En Centrafrique, démarrage du recensement électoral, un recensement qui a été entaché par un incident. Nous verrons lequel dans cette émission. Et enfin, nous verrons qu'en Guinée, les autorités vont taxer davantage les appels téléphoniques pour combler le déficit creusé par l'épidémie d'Ebola. Ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Notre invité est économiste Hamidine Kane. Monsieur Kane, bienvenue parmi nous. Merci. Et bien évidemment, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Merci Amira de nous recevoir si gentiment et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, un bonheur de vous retrouver et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Burkina Faso, l'Union pour le progrès et le changement a tenu les 27 et 28 juin à Ouagadougou, la capitale, son premier congrès extraordinaire. Lors de ce conclave, c'est le président et fondateur du parti, Zéphirin Diabré, qui a été choisi comme candidat aux élections présidentielles d'octobre 2015. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. Voici le candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Réunis en congrès extraordinaire ces 27 et 28 juin 2015, les militants de ce parti ont choisi Zéphirin Diabré, le président et fondateur de cette formation politique, pour porter les couleurs à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Un appel entendu par ce dernier qui estime incarner le vrai changement tant attendu par les Burkinabés. L'UPC, qui participera pour la première fois à une présidentielle, compte construire un Burkina nouveau. Nous n'avons pas décidé d'aller à cette bataille parce que nous voulons uniquement goûter aux délices du pouvoir. Non, nous n'avons pas décidé d'aller à cette bataille parce que nous rêverions d'une quelconque revanche sur je ne sais trop qui et quoi. Non, nous n'avons pas décidé d'aller à cette bataille parce que nous voudrions retrouver un certain paradis perdu. Oui, nous avons décidé d'aller à cette bataille parce que nous avons une ambition, un projet pour notre pays, le Burkina Faso. En 2010, ce parti est arrivé en deuxième position lors des élections législatives de décembre 2012. Une position qui a conféré à son leader le statut de chef de file de l'opposition politique jusqu'à la démission du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Pour ces militants, l'espoir est permis. Nous pensons que notre candidat a beaucoup de chance. Pourquoi il a beaucoup de chance? Parce qu'il a beaucoup de qualités. Et ce sont ces mêmes qualités qui lui ont permis d'organiser l'ex-CEPOP, l'ex-opposition, qui a organisé les marches, qui a réussi à rassembler pour aboutir à l'insurrection des 30 et 31 octobre. Donc c'est un rassembleur, c'est un démocrate, c'est un républicain. Et nous pensons que le Burkina Faso a besoin d'un homme avec ces qualités. Pour rappel, les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Zéphirin Diabré est le 8e candidat déclaré à la course pour la présidentielle. Jean-Marie, le président et fondateur qui a été élu candidat, ça paraît plutôt naturel. C'est le candidat naturel du parti dans la mesure où on sait déjà qu'il y a un certain nombre de candidatures qui ont été déclarées. Donc à partir de là, les gens essayent de mettre le maximum de chances de leur côté pour pouvoir recueillir un suffrage qui soit quand même relativement logique. Et nous constatons ici là que c'est un candidat expérimenté puisque son parti était le second à l'Assemblée nationale, donc c'était le principal parti de l'opposition. Donc à partir de là, les stratégies dont nous parlons toujours, les stratégies politiques à mettre en place en termes de plateforme de candidats, les propositions qui sont faites, ce parti-là semble avoir mis en place une plateforme qui lui permet de pouvoir rivaliser avec les partis, les autres partis de l'opposition à la présidentielle. Alfred, on le surnomme le chef de file de l'opposition, une réputation qui lui va bien? Au regard du nombre de députés qu'il avait dans l'Assemblée sortante,
Oui, on peut le lui reconnaître, mais il n'est pas le seul. On a vu les sankaristes désigner Benwende Stanislas Sankara pour le représenter à cette présidentielle. Donc il y a plusieurs candidats tout à fait valables de l'opposition qui sont là, en espérant que le candidat du parti de Blaise Compaoré se présente. Donc la bataille, elle est assez ouverte. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que les choses les plus difficiles commencent maintenant. Il va falloir convaincre toute l'opinion qu'on est le candidat valable, mais ça ne suffit pas. Le changement, comme slogan, ça ne mène pas loin. On en sait quelque chose ici en France. Parce que, mais oui, les réalités de terrain sont souvent différentes de ce que l'on imagine, de ce que l'on pense. Parce que si on arrive au bout de la chose, il va falloir gouverner. Or, ils n'ont jamais gouverné, tous, tant qu'ils sont dans l'opposition. L'épreuve suprême, ce sera l'épreuve de gouvernement. C'est la première fois qu'ils se présentent à l'élection. Exactement. Et donc là, pour le coup, c'est un véritable challenge, c'est un véritable défi. Alors, on verra ce que ça va donner d'ici le mois d'octobre, parce qu'il s'agit aussi là de mobiliser les militants, de donner, d'insuffler un dynamisme et en même temps de les entraîner derrière lui pour pouvoir justement, parmi tous les candidats, faire qu'il émerge et qu'il soit le rassembleur de tous les Burkinabés. Alors, M. Kane, dans son programme, Zéphirin Diabré parle de la lutte anticorruption comme de son cheval de bataille. C'est aujourd'hui une priorité pour un nouveau Burkina Faso? Je crois que la lutte contre la corruption, pas seulement au Burkina, mais dans tout le continent africain, c'est pas un slogan vide, parce que les continents africains sont confrontés à la corruption. Et puis, bon, au Burkina Faso aussi, on sait qu'avec l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré, la corruption était très présente, quoi, parce que déjà, il était impliqué aussi dans les diamants, dans la guerre de la Sierra Leone et du Libéria. Donc, la corruption était omniprésente. Et puis, je crois qu'il faudra qu'ils s'engagent, tous les candidats s'engagent à mener une bataille ferme contre la corruption, parce que là où il y a corruption, le développement économique sera très, très, très difficile. On en parlera justement en deuxième partie. Et la Tunisie, toujours sous le choc, après l'attentat le plus meurtrier de son histoire contemporaine. C'était ce vendredi 26 juin. Un homme armé ouvrait le feu sur une plage dans la ville touristique de Sousse. Face à la menace grandissante du terrorisme, le gouvernement a convoqué ce dimanche un conseil national sécuritaire à Tunis, la capitale. L'objectif étant d'élaborer des mesures de sécurité adéquates, mais aussi de rassurer la population, mais aussi les touristes. Anne-Marie Diaz-Borges et Lise Elsia Kizimana. La Tunisie face à la menace terroriste suite à la fusillade sur une plage de Sousse vendredi 26 juin. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique et dans lequel 38 personnes ont perdu la vie, pour la plupart des touristes étrangers. Alors que les forces de l'ordre ont remplacé les vacanciers dans cette ville hautement touristique, le gouvernement a convoqué ce dimanche matin un conseil national sécuritaire à Tunis. Objectif, mettre au point un plan d'action efficace pour répondre à la menace djihadiste. On va s'attendre à ce que beaucoup de citoyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts réclament, c'est-à-dire l'état d'urgence. Déjà, le gouvernement a décidé d'appeler une partie de l'armée de réserve et donc la suite de ça, on s'attend donc à un état d'urgence, mais aussi à des dispositifs de coopération beaucoup plus évolués et beaucoup plus outillés entre l'armée et les forces de l'ordre intérieur. À la question sécuritaire s'ajoute celle des enjeux économiques. Le secteur du tourisme fait vivre près de 400 000 personnes en Tunisie. Cela représente près de 25% du PIB et 7% des recettes de l'État. Le secteur du tourisme ne peut pas à lui seul être le fleuron de l'économie. On doit se tourner vers l'agriculture, la suffisance alimentaire, se tourner aussi vers les technologies de l'information, sur les services à haute valeur ajoutée, avec des créations de services financiers performants, l'intelligence et des produits à très haute valeur ajoutée qui peuvent donc concurrencer au niveau international par leur qualité.
La Tunisie frappée au cœur de son économie depuis la Révolution, puis l'attentat du très populaire musée du Bardo en mars 2015, le secteur du tourisme enregistre de mauvais résultats avec un recul de près de 25,7% du nombre de touristes. La stratégie des attaques contre le terrorisme n'est pas nouvelle. Les islamistes radicaux avaient tenté de la même façon de déstabiliser l'Égypte par un attentat à Luxor en 1997 ainsi qu'à Marrakech au Maroc en 2011. Alfred, un conseil national sécuritaire, que peut-on en attendre? Amira, avant de répondre à votre question, je voudrais dire ici que nous sommes tous Tunisiens face à cet événement-là. Je suis Tunisien avec les Tunisiens face à cet événement imprévisible. Il faut vraiment le rappeler, c'est dire qu'on ne peut pas mettre un gendarme, un policier derrière chaque Tunisien, chaque endroit de Tunisie et nulle part ailleurs au monde. Et c'est justement la stratégie de la terreur qui est mise en place qui fait effectivement qu'au sortir du Bardo, qu'on en arrive à cette situation-là. Ça, c'est donc la surprise. Alors qu'on ne s'y attendait même pas, on avait commencé à respirer parce qu'il y avait des mesures qui avaient été prises dans un certain sens pour contrôler les lieux stratégiques au niveau de Tunis. Maintenant, un conseil de sécurité, pourquoi? Mais pour déjà prendre la mesure de cette tragédie. 38 morts, c'est pas peu de choses. Et 39 si on compte le jeune terroriste lui-même. C'est pas peu de choses. Et puis, c'est une attaque contre le secteur le plus, j'allais dire, productif de l'économie tunisienne. Et donc, prendre la mesure de la chose. 2, mettre en place des mesures qui permettent effectivement d'assurer la sécurité, la paix, la tranquillité des citoyens, en tout cas de tous les sites sensibles. Mais quelles sont-elles, ces mesures? Les premières mesures, c'est effectivement sécuriser les lieux touristiques. 2, on a cru comprendre effectivement qu'il y a certaines mosquées incontrôlables qui vont être mieux contrôlées ou fermées. 2, la coopération internationale au niveau de la sécurité, échange d'informations, échange de renseignements, contrôle au niveau de frontières, des papiers. Et donc d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu la présence des ministres de l'Intérieur, de la France, de l'Allemagne et puis de l'Angleterre, à la plage de Sousse, pour marquer justement cette nécessité de la coopération internationale en termes de sécurité, puisque cette menace terroriste concerne tout le monde. Ce sont là les quelques mesures, effectivement, qui peuvent assurer, dans un premier temps, la sécurité et la tranquillité de tout le monde. Mais comme nous le disons, les terroristes frappent à l'improviste où on ne les attend pas. Et donc là, pour le coup, le renseignement va être important. La coordination des forces de sécurité, police, gendarmerie, armée, les réservistes qu'on rappelle, mais c'est surtout dans le renseignement. Il faut infiltrer ces milieux-là pour savoir effectivement anticiper ou dévancer tant que faire se peut. Voilà ce que, de mon point de vue, on peut faire dans l'immédiat. Monsieur Kane, peut-être revenir sur la catastrophe économique pour la Tunisie. Oui, bon, c'est une grosse catastrophe, effectivement, parce que c'est le premier secteur qui rapporte beaucoup plus que le secteur industriel. Donc, il emploie à peu près 400 000 personnes. Donc, c'est la première industrie tunisienne. Donc, il faudra que le gouvernement essaie de mener quand même une lutte implacable contre les djihadistes. Et puis, pour ce faire, il faudra quand même la coopération sous-régionale d'abord. La coopération sous-régionale avec les 3 États du Maghreb, là, les 2 autres, ça veut dire l'Algérie, qui a une expérience là-dessus, et puis le Maroc. En deçà, en plus, il faudra essayer de voir aussi, de renforcer la frontière tuniso-libyenne, parce qu'il y a une infiltration des djihadistes qui viennent aussi de Libye, et puis essayer de faire une coopération internationale dans le domaine, par exemple, du renseignement, comme l'a dit mon collègue, avec la France qui est prête d'ailleurs à fournir justement des renseignements et puis à aider à ce que le renseignement tunisien devienne beaucoup plus efficient.
parce que le renseignement tunisien n'est pas très efficace, dit-on. Donc ça sont des mesures qu'il faudra prendre pour que le secteur ne s'écroule pas totalement, parce que quand il s'écroule, déjà ce sera terrible pour l'économie tunisienne. On voit déjà qu'il y a une hémorragie de jeunes Tunisiens qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui s'en vont aussi, qui deviennent des migrants. Donc il faudra le stopper. La Tunisie a d'autres atouts. Les atouts, ils ont beaucoup d'intellectuels, et puis les élites sont formées dans les universités tunisiennes. Ça, il faudra l'exploiter et puis essayer de faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas seulement une seule industrie, mais qu'il y ait d'autres industries qui puissent prendre la relève. L'agriculture est aussi un secteur vital pour l'économie tunisienne. Voilà. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.